Monsieur Henri, Eh ben écoute, salut Julien, comment tu vas? très très bien, je suis très content de t'avoir sur ce podcast Alec. Ben c'est moi qui suis content, honoré d'être invité sur ton podcast depuis le temps qu'on se connaît. La dernière fois, Exactement. c'était moi qui t'interviewais, c'est moi qui revenais sur ton parcours et différentes choses. Donc je suis content d'être ici avec toi pour passer ces 45 minutes, 1 heure ensemble. Bon, mais je suis très content, je suis désolé, je n'ai pas la terrasse à t'offrir et l'extérieur, il pleut sur Bordeaux, donc je me suis mis à Ouais. l'intérieur et je suis très content, comme je te le disais avant qu'on démarre, que tu m'aies honoré de ta chemise, ça me fait très plaisir. Il 10 minutes de faut. sérieux. Eh oui, t'as vu, je vais froisser une chemise pour cet épisode. Donc, toutes celles et ceux qui nous écoutent, likez les 5 étoiles, le commentaire, au moins pour la chemise. Si c'est pas pour nous, c'est pour la chemise. Bon, Alec, du coup, je suis très content de t'avoir sur ce podcast parce que, bah, comme tu l'as présenté, tu as été la première personne en qui j'ai fait confiance quand j'ai démarré mon activité il y a 3 ans. Et du coup, donc, je te remercie déjà pour la valeur que tu m'as apportée quand j'ai pu me lancer. Et puis, il y a eu un beau chemin qui s'est fait depuis. Je suis content du coup d'être à ce micro et de t'avoir de l'autre côté pour parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis une dizaine d'années, c'est la vente et l'approche commerciale. Donc je suis très curieux de voir un petit peu toute la valeur que tu vas pouvoir apporter là-dessus et d'échanger sur ces sujets qui sont importants pour moi. Alec, Ben écoute, alors, moi je te connais très bien. Est-ce que tu peux ouais. te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Ouais, bon, vu qu'on est sur un format court, je vais faire très rapide. Mais avant ça, je rebondis sur tes mots et c'est moi qui te remercie parce que tu dis que je t'ai donné de la valeur. Très bien, mais cette valeur, elle en a que si elle est appliquée, encore une fois. Et c'est pareil pour ce qui va être délivré dans ce podcast et dans tout ce que tu délivres aujourd'hui sur Internet. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses, des choses qui sont inestimables et qui peuvent faire beaucoup de différence. Mais si vous ne l'appliquez pas, si vous ne le mettez pas en application, si vous ne vous posez pas les bonnes questions ou autres, ça n'aura absolument aucune influence sur votre vie et sur votre business. Donc déjà bravo pour ça. Ensuite, pour me présenter rapidement, moi à la base, je suis un petit Suisse campagnard, né dans une petite ville où il y avait plus de vaches que d'habitants. Rien ne me prédestinait à entreprendre, encore moins à réussir. J'étais un cancre à l'école, timide, introverti, au fond de la classe, pas vraiment à sa place. J'ai eu une enfance où je me suis réfugié rapidement dans les jeux vidéo. Je jouais 10 à 18 heures par jour, tous les jours, pendant près de 10 ans, parce que je me sentais plus vivant dans le virtuel que dans le réel, de par un mal-être que j'avais accumulé en moi, et puis différentes choses qui fait que je trouvais ça plus stimulant. À la suite de quoi, vu que j'aimais pas trop l'école, je savais pas pourquoi j'étais là-bas, je me sentais pas à ma place. J'ai fini par être ouvrier à l'usine, donc sans forcément de diplôme spécifique. Je n'étais pas forcément bon à l'école. Et puis, à l'usine, il se passait plusieurs choses. J'ai rencontré quelques personnes. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais capable de certaines choses lorsque j'étais stimulé. Je me suis mis au sport. Donc, j'ai gagné très rapidement quelques kilos, puis 10 kilos, puis 20 kilos, etc. Donc, j'étais très maigre, hein. C'est pas que je suis devenu très balèze, c'est juste que j'étais très maigre. Euh, et, euh, et du coup, ensuite, j'ai découvert le marketing de réseau. Donc, ça m'a initié à la vente. Moi, qui étais quelqu'un de relativement timide et introverti, même si j'avais déjà fait deux, trois petites activités de vendeur, de pins, de trucs, de tablettes de chocolat ou autres pour m'offrir des activités de vacances pendant l'été. Il y a des trucs comme ça en Suisse, parce que j'ai grandi en Suisse, ça s'appelle Passeport Vacances. Tu vends des chocolats, des tablettes et des trucs, et puis tu peux justement, t'offrir un peu des trucs l'été. Bref, je fais du marketing de réseau. Rapidement, ça se passe bien pour moi. Parce qu'en fait, je pars du principe que j'ai rien à perdre. Et le marketing de réseau, tu dois capitaliser sur tes amis et tes connaissances. Sauf que moi, j'avais de la chance. J'ai pris ça comme une chance. C'est que j'avais aucun ami et connaissance. Et la plupart des gens, en fait, quand ils doivent vendre à leur réseau proche, ils n'osent pas parce qu'ils vont se sentir jugés et vont se dire je vais dénaturer la relation. Or, vu que moi, j'avais pas de relation, j'avais pas d'amis, j'avais pas de copains, j'avais pas de copines, j'avais pas de cercle proche, j'avais rien à perdre. Donc, rapidement, j'ai eu des résultats assez chouettes. À la suite de quoi, je me suis dit, ah ouais, c'est possible de gagner de l'argent différemment. Je me suis intéressé à l'entrepreneuriat, je me suis intéressé à l'investissement. J'en ai fait littéralement une obsession pendant 2 à 3 ans. Même peut-être plus, même on parlerait plus de 4 à 5 ans. Donc j'écoutais des podcasts, je regardais ce qu'il y avait à regarder, je testais des choses. Je suis plus un homme de terrain qu'un homme de théorie.
Et en parallèle, je continuais à faire un peu de trucs en MLM, l'usine, l'armée, j'ai fait le service militaire pendant ce temps-là, etc. 2017, j'accumule assez d'argent pour lancer ma boîte. Je lance ma boîte. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire dans cette boîte, ni qui je vais délivrer, ni qu'est-ce que je vais vendre. Mais je trouve un premier client. Je lui vends un truc que je sais même pas si on va pouvoir délivrer, mais j'ai la conviction que je peux me donner les moyens de. Ce client aujourd'hui est encore un client et encore un ami, donc ça s'est bien passé. Et ça a été le début en fait de l'entrepreneuriat réel, avec la création d'une agence de marketing digital basée en Suisse. À la suite de quoi, j'ai commencé à faire du coaching, du consulting, de la vente de formation en ligne, d'abord pour les autres, puis ensuite directement pour moi, de la présence en ligne, en créant une chaîne YouTube, en étant présent sur tous les réseaux. J'ai écrit un premier bouquin, un second, je suis devenu conférencier, j'ai lancé un podcast. Et puis au fur et à mesure du temps, entre 2019 et 2023, je suis entré au capital de pas mal de sociétés. Grâce à mes compétences, c'était soit suite au développement de réseau, soit suite à des clients qui, eh bien, ça s'est bien passé, donc il y a eu une ouverture au capital. Donc dans le cadre de cet écosystème, effectivement, avec le consultant à l'époque et entrepreneurs.com, maintenant j'ai pu accompagner plus de 10 000 entrepreneurs à se lancer ou à se développer. Et c'est vrai que j'ai accepté cette invitation, déjà parce que c'est toi et je t'apprécie, mais aussi parce que la pierre angulaire de la réussite de chacun, c'est la vente, qu'on le veuille ou non. Même quand tu as un business essentiellement marketing oriented, finalement, on revient sur exactement les mêmes leviers psychologiques et la vente, c'est la finalité. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. J'ai fait vraiment un grand résumé. J'ai résumé ici presque 10 ans de parcours en 5 minutes. Mais, euh, mais Tu m'as j'espère fait que ça sauter, suffira. pas mal de questions liées à l'intro, donc je te remercie parce que tu as balayé déjà un bon parcours. Donc, j'allais te poser la question de comment ton écosystème aujourd'hui est constitué. Le consultant, tu ne l'as plus, si je me trompe pas, c'est entrepreneurs.com maintenant. Ouais, exact. On l'a pas vendu, on l'a simplement renommé. Renommé, voilà. Donc, tu as entrepreneurs.com et en parallèle de ça, tu as comment est constitué ton écosystème? Ouais. Euh, Avant, il était plus vaste. Tu vois, j'étais au capital d'une structure dans l'immobilier en France qui est présente sur toute la France. Aujourd'hui, je ne le suis plus. J'étais au capital aussi d'un cabinet d'expertise comptable. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Donc aujourd'hui, c'est relativement simple. Il y a entrepreneurs.com. Au sein même d'entrepreneurs.com, on a inclus beaucoup d'accompagnement, de prestats, de choses pour accompagner les entrepreneurs, tous les entrepreneurs à 360 degrés. On s'adresse plus forcément aux débutants, mais plus aux débutants déjà lancés ou aux gens déjà lancés ou aux gens qui sont dans un rythme de croisière. Donc ça, c'est le premier point. C'est le socle, hein, c'est ce qui représente, on va dire, je ne vais pas dire 80% de mon temps parce qu'aujourd'hui c'est vraiment délégué. Entrepreneurs.com, j'ai réussi à faire en sorte que ça me prenne entre 5 et 6 heures par semaine. Et ça, c'est vraiment le secret d'un écosystème, c'est la délégation, la structuration et les équipes. Euh, Ensuite de ça, il y a Numadeo. Donc Numadeo, qui pour la petite histoire, c'est assez drôle. On avait créé le film Entrepreneurs.com et c'est en réunissant l'équipe mère, socle, les deux personnes qui vont chapeauter le film, que je me suis dit, il faut qu'on crée une boîte. Il y a quelque chose à faire, vos synergies sont dingues. Et puis, 3-4 ans plus tard, ou non, 3 ans plus tard, c'est devenu Numadeo. Enfin, c'est Numadeo qu'on connaît aujourd'hui. À côté de ça, il y a Scalab. Scalab qui est une agence justement qui est bien accompagne les infopreneurs à scaler. À côté de ça aussi, je suis très présent dans l'immobilier en Suisse. Et à côté de ça, j'ai des parts dans deux, trois business type advisor, on va dire, où je mets à profit mes compétences, où j'ai des management fees fixes ou alors du management fees variable selon la typologie de business. Et voilà. À côté, je fais pas mal de consulting, ce qui me nourrit énormément. Euh, j'ai même revu complètement l'offre de consulting parce qu'à l'époque, j'étais limité à 20-25 clients par an. Aujourd'hui, on peut absorber jusqu'à 40 à 50 clients par an grâce à ces nouveaux éléments. Et voilà, globalement, mon quotidien aujourd'hui, c'est entrepreneurs.com, du temps dispatché entre 5 autres boîtes,
à hauteur de 30 minutes à 1 heure et demie par semaine. Le déclic qui lissait sur l'année me prend 4 heures par semaine. Ma montée en compétences personnelles et quelques-uns de mes consultings qui me prend aussi plus ou moins 4 à 6 heures par semaine parce que ça, c'est là où je m'épanouis le plus et je grandis énormément. Bravo pour tout le parcours. J'écoutais hier ton interview avec Oussama, dans laquelle tu partages plus en détail sur ton background et sur ton passé. Donc j'invite les auditeurs d'ailleurs à aller regarder sur ta chaîne YouTube Le Déclic cette interview-là, aussi celle où tu t'interviews toi-même. Bonne idée. Donc bravo pour le parcours. Est-ce que le Alec d'il y a une dizaine d'années, il aurait pu prédire qu'il aurait ce poids dans le business que tu as aujourd'hui? Alors le Alec d'une dizaine d'années, déjà, il aurait même pas pu prédire le poids que j'ai aujourd'hui sur la balance. Donc on en rigole, mais ça en dit long déjà sur l'état d'esprit que j'avais. C'est-à-dire, tu vois, je fais un jeu de mots par rapport à ta question, hein, je me permets, mais c'est tellement vrai parce que tu as déjà juste une transformation physique ou une transformation d'identité en termes de confiance en moi était quelque chose de quasi inenvisageable. Toute ma vie, même mes profs me disaient que je me sapais tout seul. Ça a été assez compliqué aussi dans mon entourage proche et familial, dans mon environnement social également, qui était très maigre mais quand même existant. Et quand il existait, il était plutôt malsain qu'autre chose. Donc, si tu veux, déjà, la première étape, c'était de réussir à vouloir construire quelque chose. Quelle aurait été la chose que je pouvais construire en termes de vie, en termes d'avenir? Ça aurait été un succès de réussite par rapport à l'endroit initial où je me situais. Ensuite, déjà, si on se dit, est-ce que le Alec d'il y a 10 ans, il aurait pensé, imaginé que l'entrepreneuriat était accessible, qu'aujourd'hui on peut être libre, que celui qui se donne les moyens peut faire de grandes choses, et que les barrières à l'entrée ne sont plus celles qu'elles étaient dans le passé? Je pense que non. Tu vois, la première étape, déjà juste acquérir une liberté, gagner quelques milliers d'euros ou quelques milliers de francs par mois par mes propres moyens, c'était inenvisageable. Donc de là à dire que effectivement j'aurais pu atteindre ces objectifs et ensuite contribuer et apporter et réussir à faire en sorte que indirectement, enfin tu vois, ton parcours il en dit long sur mon évolution, c'est-à-dire que je trouve ça extraordinaire que à ma maigre contribution que j'ai pu avoir à tes débuts, tu vois, tu es devenu la personne que tu es aujourd'hui et qu'à ton tour, t'inspires énormément de gens. Et des gens comme toi qui ont pour certains même généré des millions de plus, voire 10, 15 millions de plus, et qui ont eu un impact énorme sur leur environnement, j'ai pu contribuer à en créer plein, certains de manière modérée, certains de manière quasi intégrale sur ces dernières années. Donc c'est ça en fait ma plus grande fierté. Et pour répondre, non, jamais j'aurais pu imaginer faire ça. Et même encore aujourd'hui, tu vois, je sais même pas comment tout ça s'est passé. Quand on me dit c'est quoi le secret, comment ça s'est passé, ça s'est fait naturellement. Et je sais que dans 3 ans, dans 5 ans et dans 10 ans, quand on me posera la question, parce que je suis loin d'avoir terminé, pour moi ici j'en suis vraiment qu'à une étape, et je dis ça en toute humilité, je me dirais aussi, waouh, c'est incroyable où j'en étais il y a 5, 10 ans, 15 ans, comment c'est possible. Mais je me rends même plus compte tellement qu'il y a un gap en fait. Bon, j'allais te poser la question de comment ta vision évolue, parce que je pense que notre business et la manière de le construire et les valeurs qu'on met dedans d'ailleurs évoluent à mesure que l'homme ou la femme qu'on est évolue. Et je pense que c'est un danger aussi pour les personnes qui ne se remettent pas eux en question et le pourquoi, je pense, de pourquoi ils se lancent dans le business. Est-ce que le pourquoi tu fais du business, ou si tu peux peut-être le présenter rapidement et après on ira beaucoup plus sur la partie commerciale, est-ce que le pourquoi tu fais du business a évolué donc depuis tes débuts et qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui ou comment tu qualifierais la manière de faire du business aujourd'hui? Ouais, complètement. Je vais te répondre très rapidement. Avant, je le faisais pour acquérir ma liberté. Tu dois générer du chiffre d'affaires, tu dois pouvoir, voilà. Donc, tu le fais pour des motivations mercantiles et qui sont propres à tes intérêts personnels, même si tu penses au collectif d'une certaine façon. Aujourd'hui, je le fais pour l'impact.
Et c'est drôle parce que c'est un discours et une discussion que j'ai eu il y a de ça pas si longtemps, là, il y a 2, 3 semaines, un mois. On était en Espagne avec 13 personnes qui sont les 13 personnes qui sont les plus impliquées dans entrepreneurs.com, qui sont un peu les responsables de pôle, les aides, etc. Et je leur ai dit en fait que simplement moi, entrepreneurs.com, je me rémunère même pas. Je le fais vraiment que pour l'impact. C'est-à-dire que tu vois qu'on termine avec 5% de marge, 10% de marge, 40% de marge, pour moi c'est égal. Et que la seule chose qui compte, c'est justement créer des produits extraordinaires, faire en sorte que les talents qui nous rejoignent puissent s'épanouir et s'exprimer de manière juste dingue, et faire en sorte de rayonner le plus possible sur le spectre entrepreneurial français et d'aider un maximum de gens à pouvoir eux-mêmes avoir de l'impact. C'est notre mission, en fait. C'est vraiment la mission de l'entreprise. Donc, le mot impact a été intégré dans notre mission depuis maintenant 1 an, et toutes les actions que l'on met en place pour avancer doivent être en corrélation avec d'une part la mission, d'autre part les valeurs de l'entreprise. Donc en fait, c'est vraiment une façon de penser complètement différente, parce que quand tu es drivé par le profit ou quand tu es drivé par l'impact, toutes les actions que tu mets en place, y compris commerciales, y compris marketing, y compris stratégique, changent. Et ouais, aujourd'hui, les motivations sont plus les mêmes. En termes de, je vais aller crescendo en fonction des sujets. Donc là, on va aller sur la persuasion. Tu disais toi-même que tu étais quelqu'un de plutôt timide et introverti. On sait qu'aujourd'hui, pour convaincre, la posture est quelque chose qui est hyper important. Du coup, quand on t'écoute, tu as une manière de parler qui est contrôlée, posée, et on sent aussi qu'il y a une posture. Est-ce que, pardon, quelles sont les techniques de persuasion ou de vente qui t'ont marqué à tes débuts, que tu utilises encore aujourd'hui et que tu donnerais au Alec pour être persuasif et convaincre de Bodil? Ça, c'est une vraie question. Je dirais déjà la confiance en soi, ou en tout cas la perception de la confiance en soi par ton interlocuteur, elle est clé. C'est-à-dire que ça se ressent quand quelqu'un a confiance en lui ou pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est quand même capital, c'est que le dénominateur commun des gens qui savent vendre, souvent, c'est qu'ils savent s'exprimer, c'est qu'ils savent parler. Euh, Ils ont un beau phrasé, ils ont un vocabulaire qui est riche, ils arrivent justement à construire des phrases qui résonnent limite comme une poésie à l'oreille de leurs prospects, et ça c'est extrêmement important. Le troisième point aussi, c'est surtout de savoir se mettre à la place de son interlocuteur et faire complètement abstraction de sa fierté et de son ego, l'espace au moins d'une discussion, pour pouvoir vraiment rentrer chez ton interlocuteur. Moi, je vois ça comme ça, vraiment le but, quand je discute avec quelqu'un, même si on est en Zoom, même si on est en truc, c'est comme si en fait j'étais devant sa porte et que progressivement, je devais réussir à le convaincre de voilà, rentrer dans le couloir de sa maison, puis me poser dans sa cuisine, puis il me fait un café sans même que j'ai à lui demander, puis je me pose dans son canapé et il m'a offert son meilleur biscuit, et limite je peux aller dormir dans sa chambre d'amis et regarder un Netflix si je veux, tu vois, à la fin du truc. Et c'est une analogie qui est hyper drôle, mais tu sais, si tu fermes les yeux et que tu t'imagines, tu peux vraiment comprendre et voir les étapes de la relation et de la confiance qui commence à s'instaurer entre toi et ton interlocuteur. Et ça passe par le fait de réussir à devenir le plus rapidement possible son ami, son pote, son confident. Donc, donc ça, c'est capital. Après, beaucoup pourraient dire, ouais, la maîtrise de son sujet. Moi, je vais aller un petit peu plus loin que ce concept, parce que c'est vrai que quand tu maîtrises un sujet, tu peux très rapidement, du coup, ça va influencer sur la confiance et la posture que tu as, etc. Mais j'irai plus loin, je prendrai le concept de Oren Klaff que je reprends souvent dans le livre Pitch Anything, l'art du pitch en français, qui est un super bouquin, il y a un super résumé à ce sujet, qui parle des cadres de confiance. Et c'est réussir à comprendre les différents cadres de confiance et construire un cadre de confiance où l'interlocuteur a confiance en toi et toi, tu as confiance en toi pour exprimer ton sujet. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui,
selon les contextes. Demain même, tu me mets dans une salle sur scène devant 500 personnes avec des slides sur un sujet que je ne connais pas et que j'ai juste vu 10 minutes avant. J'arrive tellement à me mettre dans ce moule de cadre de confiance, alors que tu vois, on passe d'un mec qui est introverti, timide, qui sait pas faire un exposé devant 4 personnes avec qui il a passé toute son enfance sur un sujet qu'il maîtrise théoriquement, à un autre qui peut aller sur scène devant 600 personnes inconnues. Ça peut être filmé sur un sujet qu'il ne connaît pas et maîtrise pas et qui sera quand même à l'aise. Du coup, c'est vraiment réussir à cumuler tous ces éléments qui fait que tu vas réussir à pouvoir être bon. Après, il n'y a rien de mieux que la pratique. Moi, des calls, j'en ai fait des centaines, si c'est des milliers. Des conférences pareilles, des coachings pareils, des meetings pareils, des négos pareils. Et en fait, au bout d'un moment, ça devient naturel. Au point que tu n'arrives presque plus à intellectualiser la chose et réussir à la rendre tangible, accessible et compréhensible. Et tu vois, pour la petite histoire, au départ, j'avais fait une erreur assez dingue, mais c'est dire à quel point j'étais pas à l'aise. La première personne que j'ai recrutée dans mon agence, quand on avait les bureaux à Versoix, c'est à côté de Genève, c'était une stagiaire. Je me souviendrai toute ma vie, qui s'appelait Amal, et super sympa, etc. Machin, elle avait plein de compétences, mais la seule chose que je voulais faire avec elle, limite, c'était je lui disais, OK, alors voici un petit script, voici une liste de numéros, moi je me mets à côté de toi, et je me souviens, c'était dans les bureaux, dans un bâtiment Régus, on avait des bureaux, mais j'avais tellement honte de cette tâche-là que je prenais pas nos bureaux, j'allais louer une petite salle Régus pendant 2-3 heures, et je me mettais en face d'elle, et je disais, voilà, t'appelles, et tu te mets en mute des fois et moi je te dis quoi dire. Je te dis quoi dire, mais j'osais pas appeler moi-même et j'osais pas dire moi-même. J'avais tellement peur, tu vois, je sais pas, du rejet, du non, de n'importe quoi, que j'avais engagé cette personne limite que pour faire ça. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'ok, aujourd'hui c'est devenu facile et puis je peux prendre des calls, je peux ci, je peux ça, c'est cool. Mais vraiment le chemin il a été long, hein. Même la première fois où j'ai closé au téléphone, la première fois où j'ai closé du high ticket au téléphone, la première fois où j'ai dû augmenter mes prix au téléphone, etc. Et vraiment vendre. Où aujourd'hui, effectivement, je peux former nos équipes commerciales ou former les personnes qui forment nos équipes commerciales, etc. Il y a vraiment eu un chemin énorme, mais faut pas oublier que ça fait 5-6 ans que je fais ça. Que je suis limite que je suis un psychopathe du travail. Vraiment littéralement, je suis complètement obsédé et passionné par ce que je fais. Je travaille, je commence à 7 heures du matin, je termine à 23 heures minuit tous les jours. Même quand je suis en vacances, je pense à ça. Je m'ennuie en vacances, j'aime pas les vacances, je pense à ça. Donc tu vois, c'est dire à quel point en fait c'est normal que tu évolues quand tu es dans cet état d'esprit. Et je pense que c'est le meilleur des conseils, c'est de faire de ta volonté d'évolution une réelle obsession et de mettre les actions en face. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent je veux apprendre, je veux évoluer, je veux grandir, l'excellence, le machin, truc. Mais non, nous, tu vois, on a déterminé nos valeurs chez entrepreneur.com. Évolution, c'est la valeur numéro 1. Et si tu n'as pas cette valeur qui est ancrée dans ton ADN, tu ne fais pas partie de l'équipe. C'est tout, tu vois. Donc, c'est hyper important. Donc, voilà quelques conseils. J'espère que ça peut aider celles et ceux qui nous écoutent. Mais ouais. Parfait, merci, merci beaucoup. Tu as parlé de quelque chose qui, je pense, aujourd'hui est indispensable et c'est peut-être pour ça aussi que bon nombre d'entrepreneurs cherchent d'abord à aller sur les réseaux avant d'aller chercher des clients, qui est une erreur, mais chacun commence là où il a envie de commencer. C'est que pour aujourd'hui réussir à vendre et à développer un bon business, le cadre d'autorité dans lequel tu vas réussir à t'installer et que tu vas réussir à construire est hyper important. Je pense que aujourd'hui, comme tu disais, mais quand tu t'adresses à quelqu'un et que tu as un bon background, que tu as ton parcours, tes réussites et tout simplement en fait un cadre d'influence déjà pré-installé qui parle pour toi, c'est tout de suite plus facile de faire la différence sur un marché, d'aller chercher de nouveaux clients et de réussir à convaincre. Si tu devais partir de zéro, vraiment de zéro branding, zéro communauté, etc. Comment tu développerais ton cadre d'autorité de nouveau?
Euh, Vraiment zéro, zéro, zéro. Je dirais, bah, vraiment, c'est pas parce qu'on est sur un podcast lié à la vente, mais c'est d'ailleurs le conseil que beaucoup de gens donnent, c'est que je vendrai quelque chose. J'apprendrai à vendre et je vendrai quelque chose. Alors, quoi? On ne sait pas. Ça dépend du contexte, hein. Tu vois, là, par exemple, si demain je démarre de zéro, par exemple, il y a de fortes probabilités que je rentre en Suisse et que je vende des panneaux solaires. Parce que je saurais très rapidement, enfin voilà, l'énergie renouvelable, les panneaux photovoltaïques, c'est un support qui est assez porteur en ce moment. Tu peux faire pas mal d'argent. Parce que voilà, je connais cette industrie et autres. Donc, typiquement, je trouverais une industrie qui est à l'instant T porteur, physique, où je peux me déplacer, où je peux utiliser une ingénierie liée à l'innovation, liée au marketing, liée à différentes choses pour avoir un edge sur tous les autres du marché, ce qui est le cas dans cette industrie, et où je peux faire des commissions relativement élevées très rapidement et même constituer une équipe aussi relativement rapidement parce que les commissions étant élevées, le BFR étant assez court, on peut avancer. Donc voilà, en gros, ça serait vraiment orienté vers la vente et je démarrerais de zéro. Mais le fondamental qu'il y a derrière, c'est quoi encore une fois? C'est vendre un truc cher où tu encaisses le cash rapidement dans un marché porteur ou grâce à l'innovation ou à de la présence d'esprit, de l'intelligence ou de la ruse, tu peux avoir un edge sur ta concurrence. Et ça passe au préalable par monter en compétence sur la vente, plus une analyse approfondie des choses qu'on a autour de soi, de l'environnement. Il y a beaucoup, beaucoup trop de gens aujourd'hui qui, du coup, vont être dans une sorte de mimétisme compulsif, où ils vont juste regarder et voir ce qui se passe autour d'eux, ce qui se fait. Ah tiens, c'est la mode des agences IA, je vais aider les gens à faire une agence IA. Ah tiens, c'est la mode de OnlyFans, je vais faire un truc OnlyFans machin. Ah tiens, c'est la mode de ça. Et c'est juste du mimétisme et ils sautent d'opportunité en opportunité. Alors qu'en réalité, là où il y a le plus d'argent à faire, c'est voir et identifier les petits trucs, les petites différences qui vont avoir un gros effet de levier et où bah, il n'y a pas encore tout le monde qui est là. Parce que quand il y a tout le monde qui est là, c'est problématique. Comme on dit, hein, le pire moment pour investir dans le Bitcoin, c'est quand ta boulangère est en train de te dire d'investir dans le Bitcoin. Ça, c'est pareil dans tout. Donc, moi, c'est vraiment ce que je ferais et je me concentrerai vraiment sur ça, hein, sur la vente avec des vrais effets de levier. C'est toi qui te concentres aujourd'hui sur justement cette approche analytique d'un marché. Qu'est-ce qui fait qu'un marché est porteur selon toi et comment peut-être on peut l'identifier? Oui, enfin, ta question c'est si c'est moi qui me concentre. Alors, si c'est moi qui me concentre dessus, lorsque j'ai des clients qui viennent pour faire des audits ou autres, souvent on doit pivoter ou on doit ajuster des choses. Alors, oui, il y a des sortes de frameworks pour valider différentes choses, mais c'est tellement propre à chaque industrie que c'est presque du feeling entre guillemets avec l'expérience que j'ai accumulée et vraiment encore une fois en toute humilité, hein, j'ai pas 65 ans et 45 ans de métier. J'ai 28 ans et ça fait 10 ans que j'entreprends. On a pas mal de réussites cumulées, c'est cool. Et nos clients ont des résultats, je touche du bois pour que ça continue. Mais j'ai encore énormément de choses à démontrer et à apprendre. Et tous les jours, je dois défendre mon titre sur le terrain parce que chaque conseil que tu donnes à un client peut t'annihiler. Donc, ça, c'est le premier point. Donc oui, effectivement, par l'intermédiaire d'audits, de réflexion, d'analyse, de framework qu'on a établi, on sait rapidement dire quels vont être les éléments qui doivent être ajustés dans tel ou tel business. Ça c'est pour répondre à ta question. Euh, maintenant, maintenant, comme je disais, tu vois, si déjà tout le monde te parle d'un sujet et que tout le monde essaie de se positionner dessus, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire. Ou alors essaie de trouver comment être différent. Euh, Tu vois, C'est paradoxal, tu vois, parce que d'ailleurs on dit aux entrepreneurs soyez à l'écoute du marché, mais ce qu'on ouais, rajoute pas, c'est soyez à l'écoute du marché, mais trouvez aussi justement cet edge qui va vous permettre de faire la différence pour pas tomber en fait rapidement dans la masse justement. exactement. Et d'ailleurs, enfin, les exemples sont
tellement nombreux. Tu vois, je prends souvent cet exemple parce qu'il parle, mais euh, c'est une des success stories qu'on a pu accompagner qui aujourd'hui a des scores qui sont assez incroyables. Sans forcément le citer, c'était un des plus gros vendeurs de formation de l'époque dans le modèle dropshipping en francophonie. Il a fait pas mal de chiffres d'affaires avec ça, etc. À un moment donné, il vient vers nous et tu as l'acteur numéro un et l'acteur numéro 2 de ce marché qui vraiment littéralement explose. Mais lui, il connaît une sorte de régression, stagnation. Ok. Les gars, ça marche plus comme avant, les coûts publicitaires augmentent, la rentabilité diminue, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, soit tu te dis, bon, je dois essayer de faire des ads encore plus astucieuses, j'ai un problème de trafic, je vais dépenser plus, je vais augmenter mes promesses, etc. Ou soit tu te dis, ok, il y a peut-être une dynamique différente qui est en train de s'opérer sur le marché est en train de se sophistiquer, le niveau d'éveil et d'éducation du prospect cible est en train de s'élever, les besoins changent, parce qu'ils ont déjà tous acheté la formation chez X et chez Y et ils ont vu que c'était pas forcément ce modèle-là qui marchait le mieux pour eux. Donc, on va simplement pas traiter le trafic ou pas traiter le discours, on va changer complètement l'offre. Et on va passer d'un modèle où tu vends de la formation que tu achètes et que tu consommes quand tu veux, et on sait tous les deux que seuls 3 à 5% des gens vont réellement suivre et appliquer les formations de ce type-là, à un modèle où tu vends que de l'accompagnement individuel one-to-one. Sauf que ça, c'était il y a 3 ans et demi. Du coup, il y a 3 ans et demi, c'était pas comme aujourd'hui où tout le monde prône l'accompagnement pour exactement les mêmes raisons que je viens de t'évoquer. Et du coup, le chiffre d'affaires, il a été multiplié par 3, 4 en l'espace de 2 mois, juste en ajoutant la notion d'accompagnement dans la formation, en augmentant le prix. Tu vois, plus il baissait le prix sur sa formation, moins il en vendait, il n'arrivait plus, moins il était rentable. Là, on a fait l'inverse, on a multiplié le prix presque par 10. Les ventes ont été multipliées presque par 3, 4, et les résultats se sont fait sentir. Donc, tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est que tu analyses globalement ce qui se fait, et même si tu as un modèle qui fonctionnait jusqu'ici, peut-être qu'à un moment donné, il s'essouffle, et tu dois ajuster, mais c'est tellement propre à chaque marché, tu vois. Au même moment, j'aurais peut-être donné un conseil complètement opposé à un autre acteur d'un autre marché, parce que c'est pas ce qu'il fallait vraiment mettre en place. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans le business. Très clair. Merci pour ça, Alec. Tu parlais d'un point qui est important pour toi, c'est la structuration. D'un point de vue sales, aujourd'hui, comment tu es structuré? Ouais. Alors, aujourd'hui, je vais te prendre que entrepreneurs.com parce que j'ai d'autres activités et même je gère chez certains leur façon de monétiser leur visibilité, leur audience, etc. Donc pour entrepreneurs.com, moi j'ai le poste de CEO, je donne la vision, j'instaure la culture, les directives et je gère les équipes. On a des pôles, donc on a un pôle produit, un pôle admin, un pôle marketing, un pôle sales. Euh, j'ai également un directeur des opérations, dire un COO, qui est la personne en direct avec moi et c'est la seule personne à qui j'échange au quotidien. Il prend de plus en plus même des fois mon rôle pour me faire gagner du temps. Et cette personne est donc en deal avec chaque responsable des pôles et on a un head of sales qui du coup lui gère tous les closers. On a aussi des setters et on est en train de mettre en place un SDR. Du coup, comment c'est structuré aujourd'hui? Donc lui fait ses réunions et ses meetings. On a une réunion hebdomadaire ensemble. On a des OKR trimestriels qui sont déterminés. On a des points mensuels qui sont un petit peu plus poussés. Et lui, au quotidien, fait des points individuels avec ses équipes, avec ses sales, euh, un point groupé avec ses setters. On fonctionne avec le moins de réunions possible, le plus de loom possible, que par Slack. Tous nos appels sont effectués en visio. Tous nos appels sont enregistrés avec des comptes rendus, etc. Et tout est traqué. La data, vraiment, c'est la clé.
Donc, on a du CRM, on a des UTM partout, des liens personnalisés partout, des boutons spécifiques partout, des pixels partout, des trucs qui fire et qui bougent partout, des apps partout. Donc, c'est une vraie ingénierie, hein. On a même quelqu'un dédié uniquement pour les automations en interne, qui est justement géré avec le directeur des opérations parce qu'on sait la puissance que ça a et on sait la merde que c'est aussi si c'est mal mis en place. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question de comment c'est Ouais, bien sûr, structuré mais aujourd'hui. ça ferait sauter au plafond Tougan, qui est plutôt adepte du 4L et de la Ah low ouais. complexité. Donc, Tougan, on t'embrasse et pas de PLS sur ce qu'on vient de dire, bien sûr. Ah, c'est sûr. Alors, il y a quelque chose, moi, qui me fait sourire, parce que à l'époque, on parlait juste de commercial. Maintenant, on a SDR, BDR, AE, Closer, Setter. On a une multiplication de la dénomination commerciale qui est de plus en plus présente. Tu as dit que vous alliez mettre en place des SDR. Ça m'intéresse. Quelle différence vous faites entre un SDR et un Setter aujourd'hui? Ouais, c'est une bonne question. Déjà, pourquoi ça devient plus riche, on va dire, parce que le marché se sophistique et se complexifie. Tu vois, avant, tu faisais un Webi et tu vendais. Après, tu fais un Webi, plus tu dois faire des calls. Après, tu dois faire un Webi, mais en même temps, tu dois mettre des setters qui rappellent les gars pour les calls pour être sûr qu'ils soient là. Ok. Puis après, tu dois faire un Webi, mais tu dois mettre en place un système avec des SMS, avec du drop cowboy, des appels manqués, avec éventuellement des setters qui rappellent tous tes leads, etc. Ok. Puis après, bon, tu mets de la VSL en plus. Ok. Et puis après, tu dois mettre en place de l'inbound sur tous tes réseaux, plus du setting dans les messages, etc. Ok. Puis après, tu dois commencer justement à mettre du social funnel. Ces fameuses pubs qui tournent et tu mets en place un petit message et puis boum, il y a quelques messages automatisés. Puis après, c'est un setter qui prend le relais. Le marché se complexifie, la concurrence est de plus en plus rude, les coûts publicitaires deviennent de plus en plus élevés, donc il est de plus en plus compliqué de sortir son épingle du jeu, donc tu dois mettre en place et mobiliser de plus en plus d'ingénierie, d'ingéniosité aussi, de stratégie et donc de ressources humaines. Donc ça c'est le premier point, c'est on va dire la cause de cette conséquence. Et la conséquence, effectivement, c'est que le setter, qu'est-ce qu'il fait? En tout cas chez nous. Le setter, il va écrire des messages sur LinkedIn ou sur Instagram suite à des interactions sous des publications, sous des messages, sous des stories, sous des trucs qui sont déterminés. Premier point. Deuxième point, il va réceptionner comment dirais-je, les sollicitations du social funnel. Donc c'est vraiment inbound, outbound, 7 heures. Voilà. Avant, notre pôle setting aussi, ce qu'il faisait, c'est que il faisait un premier call de qualif pour ensuite renvoyer vers les closers. Aujourd'hui, on a poussé le truc du setting assez loin dans les messages pour faire en sorte que ce call de qualif il soit différent, il soit considéré comme un R1 et qu'on envoie directement vers le closer de façon à diminuer la journey du leads et donc le temps aussi d'acquisition et de closing des fonds quand tu fais de l'acquisition pour ton BFR. Donc ça, c'est le setter pur. Ensuite, les closers, c'est assez simple, hein, c'est closing et follow-up. Et voilà, être force de proposition et générer du cash. Nos closers sont aussi sur le terrain quand c'est nécessaire, donc quand on fait des séminaires, des meetworking, des choses comme ça. Et tu vois, la philosophie qu'on a chez entrepreneurs.com, c'est même pas forcément que des closers, et c'est pas un terme marketing que je vais utiliser là, c'est vraiment aussi des conseillers slash des recruteurs. Même si c'est pas du tout le terme approprié, je saurais pas comment l'évoquer, mais on n'accepte pas des clients qu'on ne peut pas aider. C'est une de nos règles, c'est dans notre culture d'entreprise. Si la personne, on peut pas l'aider, on va pas closer. Et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, on a un taux de satisfaction. Tu vois, ça va plus loin que juste demander l'avis à la fin de la formation. C'est que nous, c'est que du personnalisé. Les clients, en général, à peu près 15 à 40 heures de call individuel avec des coachs. À la fin de chaque heure, ils ont un formulaire complet avec un avis, un compte rendu et des notes à donner. Et tout est automatisé dans des tableaux. Et s'il y a une seule note qui est en dessous de 8 sur 10,
il y a des alertes qui sonnent et on va identifier pourquoi. Donc, c'est dire à quel point c'est important pour nous. Donc, pour en revenir à ça. Et après, le SDR, chez nous, en fait, on a accumulé ces dernières années des dizaines de milliers de numéros de téléphone, d'emails, etc. Et au quotidien, on continue d'en accumuler. Et cette personne, le but, c'est que son job, son quotidien, c'est je vais pas dire juste de solliciter, d'appeler ou d'envoyer des SMS ou des appels à plein de gens, mais ça va être de voir comment intelligemment capitaliser sur les bases de données, la visibilité et l'audience qu'on a. Et ça, c'est hyper important selon moi parce qu'en fait, la plupart, on est assis sur des ressources et une mine d'or énorme en termes de data et de contacts, mais on ne l'exploite pas et on ne l'exploitait pas. Pourquoi? Parce que le marché était tellement facile qu'il n'y avait pas besoin de l'exploiter. Et pourtant, tu vois, ce que je suis en train d'évoquer, j'en parle avec des mecs qui vendent de l'assurance ou des mecs qui vendent d'autres types de trucs dans le marché traditionnel et qui ont des plateaux et qui externalisent dans des call centers à l'étranger ou autre ou même peu importe. C'est le b.a.-ba. Tu vois, c'est le b.a.-ba, c'est normal d'exploiter un maximum sa data. Parce qu'ils payent pour cette data, ils doivent aller chercher le maximum de profit et de rendement sur cette data. Or, dans l'infoprenariat, c'est pas considéré comme normal encore, parce qu'on est dans un marché différent. Qui plus est, la plupart des infopreneurs, qu'on se le dise entre toi et moi, et c'est ok, hein, je juge pas, parce qu'en plus certains sont mes clients, donc je vais pas non plus critiquer, mais ne sont pas forcément là pour charbonner en mode entrepreneur, empire builder et être des acharnés, mais plus en mode business lifestyle, le plus de profit avec le moins d'efforts possible. Et c'est OK, tu vois, ils sont contents de gagner 10, 15, 20, 30, 50 000 euros par mois, soit de profit, soit de chiffre d'affaires, avec un chiffre d'affaires intéressant, une marge intéressante. Mais voilà. Donc, voilà. Et après, il y a une autre phase que j'ai pas évoquée ici, c'est qu'aujourd'hui, même nos collaborateurs et même nos clients, finalement, on leur permet indirectement d'être des sortes de setters, si on veut, ou des lead magnets, que ce soit par de la recommandation, que ce soit par de la présence sur les réseaux, que ce soit par différentes choses, parce que ça parle et parce que aujourd'hui, peut-être que des gens vont moins s'identifier à moi, mais ils vont plus s'identifier à eux dans leur façon de communiquer, etc. Donc voilà un Toi, petit peu comment c'est structuré. tu les transformes en ambassadeurs. Il Ouais. y a plusieurs points, mais là, vu qu'on est un peu pressé par le temps, juste en termes de REM, comment tu as défini la rémunération selon les différents profils, SDR, Setter et Closer? Closer, je suppose, à la perf. Ouais. SDR et Setter, c'est quelque chose qui est un peu plus complexe puisque du coup, on a un closing qui est plus compliqué et donc le travail est différent. Comment tu as positionné ton échelle de rémunération? Ouais. Nos closers sont à la perf. Nos setters sont avec un fixe et un variable, et le SDR aussi. Le variable, tu le mets sur rendez-vous booké closé, rendez-vous booké quali, Rendez-vous booké closé. rendez-vous booké closé, ok. On a parlé closer setter, ça parle pas forcément au marché startup ou en tout cas les marchés qui sont en dehors de l'infoprenariat. Euh, de ton côté, ça fait plusieurs années et je pense que tu as pu voir le marché aussi émerger là-dessus, le marché du closing. Euh, Quel est ton ressenti et ton avis sur les closers du marché? C'est la merde. Non, mais c'est vrai. C'est la merde. Enfin, franchement, 80. Bon, j'ai pas la stat, mais selon ma perception, une grande majorité, tu vois, j'allais dire 99%, mais ce serait présomptueux, j'ai pas la stat réelle. Mais une grande majorité des gens qui se prétendent setters, des gens qui se présentent closers, c'est des grosses tanches. Ils savent pas prendre un call, et tu perds du temps, tu perds de l'énergie. Et désolé, mais si vous n'êtes pas prêt à prendre des calls, si vous n'êtes pas réellement motivé, si vous n'êtes pas prêt à prendre des noms, si vous n'êtes pas prêt à vous remettre en question, si vous n'êtes pas prêt à appliquer les conseils qui vous sont donnés, etc., ne faites pas ça. Moi, dans 100% de mes boîtes, même les closers certifiés, formés de tout ce que tu veux, hein, on va pas citer ici les écoles de closing ou de formation ou autres, mais toutes, sans exception, toutes, il y en a pas une où je me suis dit, waouh, putain, direct le mec, il arrive chez nous, il sait faire. Pas un.
Vraiment pas. Hein. Et pourtant, des closers sur ces dernières années, toutes boîtes confondues, j'ai dû au moins en onboard aller entre 40 et 60, peut-être plus. Des appels, on en a eu des milliers, si ce n'est pas entre 10 et 20 000. J'ai pas la data. Donc c'est dire, tu vois. Donc la data sur laquelle je me base, elle est quand même puissante, sachant qu'on est des obsédés de data et de tracking, parce qu'une de nos plus grandes forces, ça a toujours été le media buying et le marketing. Et du coup, bah, tu es obligé de traquer. Et, euh, et du coup, effectivement, nous aujourd'hui, notre phase d'onboarding, elle est ultra poussée. Elle dure entre 10 jours et un mois, parce qu'on reprend les bases de A à Z avec chacun et on les reforme au closing, on les reforme au setting. Euh, et, euh, et tu vois, là par exemple, on vient encore de border une personne qui close pour nous. J'ai même pas envie de dire une closeuse parce que elle n'a pas la posture de closeuse, euh, mais elle n'a jamais suivi aucune formation en closing. Par contre, cette personne, elle a créé un business en parallèle de ses études qui a généré des centaines et des centaines de milliers de francs suisses, parce que c'est un business en Suisse, en vente B2B pour des boîtes. Elle a closé des boîtes comme Montblanc, Porsche, Bucherer, qui est un distributeur Rolex, etc., IVC, etc. Bref, elle a vendu d'autres trucs, elle a une start-up à côté, donc elle sait justement comment vendre, elle comprend. Mais elle n'a jamais suivi de formation de closing. À l'âge de 15 ans, 16 ans, elle était prise avec son père qui était responsable commercial de Grand Plateau pour faire du call, dans une sorte de call center. Donc tu vois, c'est dire la typologie de gens qu'on va chercher et même ce type de personne qui arrive à être performante dès sa première semaine chez nous et réussir à ne pas gaspiller des calls et réussir à générer des ventes et générer des commissions intéressantes, sachant que nos produits les moins chers vendus upfront aujourd'hui, nous, c'est 12 000 euros. Donc, il faut avoir aussi certaines compétences pour réussir à vendre ça. Et ça va jusqu'à 100, 120 000 euros. Et après, pour les débutants, on a un truc qu'on vend parfois en bac à l'époque 4 000, aujourd'hui 6 000. Mais on n'a rien d'en dessous, tu vois. Et, euh, et même pour ces types de profils, bah, tu vois, encore hier, elle me disait merci énormément de m'avoir mis en relation avec Axel, qui est notre head of sales. Euh, c'est dingue comme je monte en compétences, comme j'apprends au quotidien, toutes les ressources qui sont disponibles, etc. Et c'était vraiment mon obsession pendant plus de 3 mois de réussir à les former. Parce que dis-toi que euh, j'ai payé très cher et je suis passé par des prestations avec des head of sales du marché qui s'occupent de ta vente, qui machin, qui truc. Mais eux aussi, c'était des grosses tanches. Désolé, tu vois. Et je vais pas les citer, mais peut-être qu'ils se reconnaîtront et tant pis. Et j'ai eu des discussions avec eux, mais c'est médiocre le travail qu'ils font, l'implication et ce qu'ils estiment être bon. Donc, ça retranscrit beaucoup l'image que j'ai du marché aujourd'hui, du setting et du closing. La plupart des gens qui veulent apprendre à faire du setting et du closing, désolé à ceux qui nous écoutent, mais c'est uniquement pour faire du bif et du pognon sur l'espoir que vous avez un jour de devenir indépendant financièrement avec le closing et le setting. La plupart des gens, être un bon closer, être un bon setter, c'est pas donné à tout le monde. Ça nécessite d'avoir une certaine énergie, une certaine personnalité, une certaine résilience, une certaine capacité à s'adapter, une certaine capacité à s'exprimer, etc. On l'a évoqué dans cet épisode et tu l'évoques très très bien dans tous les épisodes que tu as fait ici. Et ça, il faut l'accepter, tu vois. Et du coup, c'est un truc que peu de gens acceptent. Et c'est, tu vois, avec les compétences que j'ai accumulées, je me suis posé très 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 souvent. J'ai été très déçu par beaucoup d'acteurs sur le marché à qui j'ai fait confiance pour recruter des closers, recruter des setters, même les intégrer dans certaines boîtes en tant qu'head of set. Je me suis posé la question très souvent, est-ce que je ferais pas une formation, un truc pour aider les gens à devenir closer, setter et machin avec un truc innovant, un positionnement innovant? J'ai toujours refusé à cause de cette raison en fait. Parce que tu n'attires pas les bonnes personnes avec ce positionnement-là. Et le Et du, marché, s'est complexifié. ouais, Je trouve que si tu veux le développer ce business-là, il faut que tu délivres ta promesse derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, le marché n'est plus aussi porteur que ce qu'il était. Donc, de promettre justement cette indépendance et de devenir closer, le marché étant tellement déçu de ce qu'il y a eu, c'est compliqué quand même de réussir à,
à délivrer autant d'opportunités que ce que les organismes aujourd'hui essaient de porter. J'allais te poser la question, mais tu as répondu brièvement, je te la repose quand même. Externalisation commerciale, surtout avec les agences de closing qui te proposent une approche comme ça. J'allais te demander quel était ton point de vue. Tu as répondu un petit peu. Est-ce que tu veux développer un peu? Euh, c'est En fait, au début, ça peut être bien. Quand tu dois structurer, quand tu es en phase de je peux plus du tout absorber mes calls, machin, et j'arrive pas à gérer, ça peut être vraiment bien au début parce que ça coûte moins cher, tu prends peut-être un peu moins de risques parce que recruter un bon head of sales, ça reste quand même plus dur, selon ma perception, que de trouver une bonne agence. Parce que voilà. Mais les intérêts sont pas les mêmes, tu vois. Et pourquoi je dis plus dur, c'est parce que la plupart des gens ne savent pas recruter. Et puis une des premières choses qu'un bon sales sait faire, c'est se vendre. Donc faut faire attention quand même. Mais après, quand tu es à un certain niveau et que tu veux vraiment avancer, il n'y a même pas de discussion possible. C'est un des postes les plus importants de ta boîte, ton head of sales. Donc tu dois l'internaliser. Après, si tu vas aller chercher des closers indépendants à gauche, à droite, pour backup, pour ci, pour ça, machin, tu peux, mais tu dois l'internaliser. Qu'il soit en salarié, qu'il soit en prestat, qu'il soit en portage salarial, qu'il soit en associé dans ta boîte, ça c'est autre chose, c'est d'autres questions à se poser, mais c'est un des postes les plus importants de ta boîte. Tu dois donc bien le choisir, le fidéliser, le reconnaître à sa juste valeur et l'internaliser le plus rapidement possible. Un dernier conseil pour terminer ce podcast, Alec? Un dernier conseil pour terminer ce podcast, écoutez-en d'autres et appliquez, c'est important. Appliquer Parce que surtout. voilà, écoutez-en d'autres parce que j'imagine qu'il y a plein de podcasts super chouettes que tu as déjà enregistrés sur ta chaîne de podcast et qui vont être complémentaires en termes de conseils liés à la vente. Et puis derrière, appliquez, avancez, ne vous comparez pas aux autres, n'écoutez pas tout ce que vous voyez sur Internet. Il y a beaucoup de faux. Et puis restez concentré sur vos objectifs. Vous avez déjà assez de travail en restant concentré sur vous. N'allez pas diluer votre focus en allant regarder ce qui se passe à droite et à gauche. J'allais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver, mais on peut te retrouver quasiment partout. Je te pose peut-être une passe D. Je sais que tu organises beaucoup des meetworking. Est-ce que tu as un prochain meetworking qui est prévu et où est-ce que les gens peuvent s'inscrire si c'est le cas? Yes, alors on peut pas encore s'inscrire, mais restez connectés, on communiquera. Ce sera soit début décembre, si on en fait un dernier de l'année, mais c'est pas du tout sûr. Ça dépend d'un déplacement que je dois ou pas faire à Paris rapidement. Sinon, je crois que ce sera le 2. Attends, je vais te dire en 2 secondes que je retrouve le planning justement que j'ai sous les yeux, mais ce sera en fin janvier ou début février. Je dois retourner en Europe justement. Je l'avais envoyé à quelqu'un de l'équipe. Tac, 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 tac. Et si les gens Le veulent pas 30 rater et l'info? le jeudi 1er février. Le jeudi 1er février, on sera plus de 500 à Paris. Ça va être vraiment sympa. Donc, bienvenue. Et pour pas rater l'info, suivez-moi sur Instagram ou sur LinkedIn. Vous aurez l'information, c'est certain. Et Julien, j'espère bien que tu seras présent à ce meetworking 1er février. Note-le dans ton agenda. C'est noté. Merci beaucoup du temps que tu m'as accordé, Alec, et pour la valeur que tu as pu délivrer, comme d'habitude. Et je te souhaite une bonne journée, bonne continuation. Et puis, sûrement à Paris alors. Avec plaisir. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Ciao, Salut. ciao. Salut.